Donc ce dernier panel, nous l'avons appelé The Moving Interface Between Business, Society and Governments, l'interface mouvante entre les entreprises, la société et les gouvernements. L'idée un peu de ce dernier panel, c'est finalement de fermer la boucle qui a été commencée et qu'on avait ouverte avec Jean-Pierre dans l'introduction, quand on parlait notamment de la décarbonation de la région, quand on disait qu'il faudrait contribuer à faire ça, et quand on disait aussi que tout ça, ça allait s'appuyer sur une coalition d'acteurs. Ce que je voudrais qu'on étudie et qu'on discute dans ce dernier panel, c'est comment est-ce qu'on fait ça et quel est le rôle de chacun, justement, quel est le rôle des entreprises, quel est le rôle des gouvernements, quel est le rôle aussi des universités et des instituts de technologie en général. Et pour ça, donc, j'appelle un panel extrêmement prestigieux, avec d'abord Madame Nouria Gourité, la présidente du Conseil d'État du canton de Vaud, Jean-François Manzoni, le président de l'IMD, Frédéric Herman, le recteur de l'Université de Lausanne, et enfin Martin Vetterli, le président de l'EPFL. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif de ce panel, c'est finalement de clore un peu cette boucle et de regarder effectivement comment est-ce qu'on peut bouger et aller dans la bonne direction. Évidemment aussi, quels sont les obstacles à ça, quel est le rôle de chacun, et peut-être finir aussi sur cette question de comment un centre comme IFORES pourrait aider. Alors, je voudrais commencer avec vous, Madame Gourité, et vous poser cette question finalement, comment est-ce qu'on s'y prend de votre point de vue pour aller dans cette direction de décarboner une région. Comment est-ce que vous voyez cette question? Eh bien, tout d'abord, merci de l'invitation. Je pense que l'État ne peut pas tout, mais l'État ne peut pas rien. Et dans ce sens, les institutions que nous représentons, au fond, on a une responsabilité et même une exemplarité à atteindre. Alors, on en est loin. Je pense qu'en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est envisager ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de réalité, en disant que, au fond, il y a eu des années où on a principalement laissé faire. Et donc aujourd'hui, on est condamné à faire un mouvement de balancier parce que le temps nous est compté. Et puisque le temps nous est compté, alors les mesures, elles doivent être ambitieuses. Et parfois, ces mesures ambitieuses, elles sont perçues aussi comme brutales par un certain nombre d'acteurs. Et donc, la responsabilité des acteurs que nous sommes, c'est d'abord d'édicter des catalogues de mesures et ensuite de convaincre et d'articuler finalement ces impératifs avec l'acceptabilité de la société, parce que je crois profondément que les mesures, elles ne peuvent être durables que si elles sont acceptées largement. Et donc, dans ce sens, le Conseil d'État vaudois a mené ces derniers mois de nombreuses consultations. Il s'est doté d'un plan climat. Je ne vais peut-être pas faire l'inventaire des mesures du plan climat du canton de Vaud, vous le trouvez très facilement, mais il s'articule principalement autour de mesures importantes, principalement orientées vers l'investissement et l'investissement public, notamment en direction d'une transformation des mobilités, en priorisant les modes, disons, durables, doux, avec des investissements massifs en direction du rail, principalement, et de la mobilité douce, avec des investissements aussi en faveur de l'assainissement énergétique des bâtiments, également en faveur de la préservation de la biodiversité, de l'impulsion donnée à l'émergence de nouvelles sources d'énergie. Bref, il y a un catalogue vaste, multifactoriel. Et puis ensuite, au fond, c'est ça, c'est convaincre, c'est d'aller chercher l'adhésion. Et je dois vous dire que nous sortons péniblement d'une crise qui nous révèle aussi une société très fragmentée, plus que nous ne l'imaginions d'ailleurs, et avec beaucoup de fragilité dans une population qui a le sentiment qu'on lui impose encore des sacrifices. Et donc aujourd'hui, la question du climat, elle ne peut pas être résolue s'il n'y a pas de prospérité partagée. Et donc, dans ce sens,
le rôle des États, il est aussi de plaider, non pas pour une décroissance, j'ai entendu tout à l'heure cette question, mais plutôt pour une croissance partagée, plutôt pour une égalité face à la prospérité. Et on sait que nous ne sommes pas égaux face à la pollution, à l'émission de pollution. Et donc, on a une responsabilité envers celles et ceux qui, sans doute plus que nous, sont exposés aux conséquences d'un dérèglement climatique et plus que nous, et moins que nous ne polluent. Et donc, nous avons cette double obligation envers la planète au sens écologique du terme, mais aussi envers les populations de cette planète. Merci. Et si je précise un peu la question justement par rapport aux acteurs qui sont autour de la table ici, comment est-ce que vous voyez le partage des responsabilités dans l'optique de cette idée de prospérité partagée entre, disons, les gouvernements, donc les institutions publiques, les entreprises et puis peut-être les universités aussi? Forcément, nous sommes dans une vision concertée, partagée, dans une collaboration, en tout cas ici, j'aime à souligner qu'elle est extraordinairement fertile, avec notamment peut-être aussi une impulsion là, des pouvoirs publics de créer les territoires de cette coordination. Je pense que nous sommes ici dans ce lieu extraordinaire des hautes écoles, qui est ce lieu justement qui rassemble à la fois les volontés des institutions gouvernementales, mais aussi le savoir académique, la recherche, les entreprises, les start-up, et donc ce lien avec l'économie qui doit s'orienter et qui le fait vers plus de responsabilité envers l'avenir. Et donc, dans ce sens, de créer des clusters, des territoires de la durabilité sont des conditions cadres, me semble-t-il, à l'émergence de ce dialogue qui est fondamental. Merci beaucoup. Jean-François Manzoni, je me permets de vous poser en fait la même question. Comment est-ce que vous voyez justement le partage des responsabilités entre pouvoir public, entreprises et puis aussi universités ou, disons, institutions académiques? Il va y avoir évidemment plusieurs façons de voir le rôle des pouvoirs publics. Si on regarde au niveau à l'échelle mondiale, clairement, le rôle des gouvernements diffère énormément d'un pays à l'autre. Mais disons que dans un système plus capitalistique, on part plutôt du principe que le gouvernement va avoir un rôle au niveau de la définition du cadre réglementaire, va aussi probablement avoir une implication dans les domaines où il est difficile pour le secteur privé d'être extrêmement performant, pour un ensemble de raisons. Et ensuite, idéalement, permettre au secteur privé d'opérer avec innovation et avec énergie et avec envie à l'intérieur de ce cadre réglementaire. Après, il peut effectivement y avoir aussi clairement un soutien du gouvernement au niveau des universités, où il y a une recherche qui s'opère et qui peut permettre, là encore, d'avoir des recherches peut-être plus fondamentales dans les universités, qui permettent ensuite aux entreprises de travailler plus sur la dimension développement, si les universités travaillent plus sur la dimension recherche. Donc je pense qu'il peut y avoir un excellent partenariat entre les gouvernements et le secteur privé et les universités. Merci. Martin Vetterli, je me permets de vous poser aussi la même question, peut-être avec l'angle de la technologie, c'est-à-dire comment est-ce que ce partage des responsabilités peut se faire et de quoi est-ce qu'on a besoin pour que ça réussisse? Merci beaucoup. Alors moi, je suis un peu un technosceptique. Hein. Non, il faut que je sois très honnête, parce que c'est un peu du genre, on a fait joujou dans le carré de sable, on a un gros problème, mais la technologie va nous sauver. C'est pas comme ça que ça marche. Il y avait une étude qui était relatée dans l'Économiste qui montrait que si on voulait être carbon neutral by 2050, il y avait, je crois, plus de 40% des technologies qui n'existent pas encore pour être carbon neutral. Donc, ce n'est pas que nous, on est juste assis sur des silver bullets et puis vous venez toquer à la porte, vous dites « ouais, bon, l'économie de marché nous a mis dans ce truc-là, on est un peu embêtés, vous allez sortir vos magic wands et puis résoudre le problème. » Et j'aimerais être très clair sur ça. Alors, on fait de l'investissement dans la recherche et je remercie beaucoup les pouvoirs publics qui sont très généreux avec nous en Suisse, avec une tradition de soutien de la recherche.
Bon, on s'est un peu raté sur l'Europe, hein, si je peux me permettre. On a été mis dehors de Horizon Europe et personne n'a l'air d'avoir remarqué. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc on fait de la recherche fondamentale aussi, par exemple la recherche sur la fusion. C'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que ça, c'est the long view. Et si on n'a pas de solution à une énergie verte, mais une énergie verte qui est aussi à disposition de pays émergents, on ne va pas y arriver, parce qu'un des grands problèmes de l'émission du CO2, c'est la production d'énergie. Et quand on dit aux gens, bah, c'est super sympa, on va juste changer de voiture, on va tous acheter des Tesla, comme si par miracle, Elon Musk nous donnait l'énergie comme ça, alors qu'elle vient d'usines à charbon en Pologne, typiquement. Donc, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il n'y a pas de solution aux problèmes énergétiques. Il n'y a pas de solution à la production, par exemple, de béton durable, efficace, qui fait que la construction, et dans les pays émergents, on va continuer de construire, etc. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je pourrais parler pendant des heures, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ici, on a un institut de technologie, donc on éduque des ingénieurs, genre la deuxième année, quand une fois qu'ils ont passé analyse 1, 2, 3, 4, on leur explique un truc super important. On leur explique la stabilité des systèmes. Okay, c'est des systèmes mécaniques, électroniques, etc. Des avions, par exemple. C'est bien de pouvoir stabiliser un avion, parce qu'autrement, pas terrible. Alors, on explique ça. Il y a toute la théorie qui est en place. Alors, je pourrais aller au tableau noir vous le montrer. Et puis, juste à côté, et c'est pour ça que E4S m'intéresse tellement, juste à côté, vous avez des profs d'économie, typiquement école de Chicago, qui vous explique comment faire tourner un système instable. Okay, donc il y a comme une contradiction entre ce qu'on étudie ici, ce qu'on enseigne à nos étudiants, et puis ce qui potentiellement est enseigné dans d'autres domaines de la science. Et c'est là que E4S est un truc magique. C'est là que The Abysmal Science, hein, comme The Economist l'appelle, pour mes amis économistes dans la salle. Donc, ce qui est super intéressant dans E4S, c'est que finalement, on met ces gens autour de la table, qui ont une vue différente. Okay, ce n'est pas de l'idéologie, c'est une modélisation de la réalité qui est complètement différente si vous êtes scientifique ou ingénieur, ou si vous êtes économiste ou behavioral something, right? Et là, je pense que ce qu'on fait ici, c'est vraiment important, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Ce n'est pas les ingénieurs tout seuls qui pensent avoir un silver bullet, ce n'est pas les économistes tout seuls, malheureusement, ni les managers s'ils n'ont pas le background nécessaire pour comprendre ces phénomènes-là. Et dans ce sens-là, je pense ce qu'on fait, c'est absolument unique. On ne connaît aucun autre programme comme ça. L'autre jour, j'étais à une réunion. On nous a montré 6 business schools qui allaient faire la durabilité, c'est super. Je ne sais pas où ils prennent la technologie. Je vois d'autres programmes qui sont faits chez certains de nos compétiteurs. Ici, on met vraiment ces 3 dimensions ensemble. Le chemin est long, il est très difficile. J'espère qu'on pourra avoir la politique à bord, parce qu'à la fin, s'il n'y a pas de strong governance, s'il n'y a pas une gouvernance extrêmement forte pour régler ce problème, même si on travaille très très dur dans E4S, on ne va pas y arriver. Merci beaucoup. Frédéric, je vous pose aussi la même question. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue à 2 niveaux. D'abord parce que vous êtes un spécialiste des questions du climat, et aussi parce que l'université n'a pas toujours eu une relation complètement évidente par rapport au secteur privé, à la collaboration par rapport avec le secteur privé. Donc, vous, en tant que recteur, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous voyez la chose. Okay, bonsoir à toutes et tous. Je vais peut-être commencer en répondant à la question qui a été posée au panel précédent, au chairman de Nestlé, de savoir si, concernant la place des activistes du climat, moi je peux dire qu'à l'Université de Lausanne, on en a. Certains avec un prix Nobel, d'autres pas. Bien sûr, je pense que cette interface, elle est essentielle tout d'abord pour une raison très simple, c'est que nous sommes confrontés à des changements sociétaux majeurs, et que ce soit la gouvernance, le monde de l'entreprise, les universités, les enjeux sont les mêmes. Et la différence, et peut-être le luxe que nous avons dans les universités, c'est qu'on peut se les approprier.
et puis avoir le luxe de prendre le temps de réfléchir, de proposer des solutions. Et ce qui est très important, c'est qu'on a cette place de débat qu'on peut amener à l'université. Et c'est exactement comme aujourd'hui, c'est un excellent exemple, on peut réunir ensemble autour d'une table des chefs d'entreprise, des responsables politiques, des responsables d'université. Alors la partie importante à mes yeux pour l'université, c'est de garder quand même la science au centre. Je crois que dans les réflexions que nous avons en ce début de mandat à l'université, on se pose la question comment profiler notre mandat. Et puis on avait souhait d'avoir quelque chose d'engagé. Alors engagé, c'est vide, c'est vague, c'est compliqué de le définir. Et puis ça fait extrêmement peur au service de com. La position que l'université pourra avoir. Alors on peut prendre un axe où on peut dire, on regarde la situation, c'est assez clair pour tout le monde qu'on a besoin d'interdisciplinarité. On a le côté, la collaboration avec l'ingénierie, avec le management, les sciences naturelles et les sciences sociales et humaines. Et puis ce qu'on a pu voir à l'université, c'est toute une émergence de projets, dont I4S, qui défendent cette interdisciplinarité. Alors le problème de l'interdisciplinarité, c'est que de nouveau, on est sur un concept qui est très vague. Les gens en parlent depuis longtemps. Pour l'avoir vécu comme doyen dans une faculté où on avait une partie de sciences sociales et humaines pour des questions de climat, et puis une partie de sciences naturelles qui travaille aussi sur des questions climatiques, les faire travailler ensemble, finalement, reste très très compliqué. Alors je pense qu'il y a des modèles qui existent, qu'on peut utiliser. Le modèle qu'on aime beaucoup utiliser à l'UNIL, on parle la théorie du donut, parce qu'elle a un côté très élégant, où d'un côté, il y a un plancher social, et de l'autre côté, il y a des limites planétaires. Et je pense que c'est un des plus beaux exemples de lien entre sciences sociales et humaines et sciences naturelles, parce qu'on parle de questions de biodiversité, qualité des eaux, des océans, et puis on parle de questions sociales sur le salaire, l'accès à l'emploi, l'accès à l'énergie. Et ce modèle permet de nous réunir. Et je pense que, peut-être pour terminer sur cette introduction, je pense que c'est essentiel d'avoir des modèles qui sont rassembleurs. Et je pense que, pour revenir sur cette idée d'interface et d'I4S, je pense qu'il rentre tout à fait dans ce cadre-là. Ok, merci beaucoup. Je vais vous poser à tous une deuxième question pour rentrer peut-être même encore plus loin dans la question. C'est qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, ou qu'est-ce qui empêcherait peut-être la Suisse romande de devenir un des leaders justement sur ces questions de décarbonation et de transition, disons, vers une nouvelle économie. Peut-être en commençant par vous, Madame Goïté. Mais je ne suis pas convaincue qu'on est si mauvais, déjà. Non. Il faut aussi, disons, mesurer ce qui a été fait. Et peut-être qu'il faut aussi qu'on commence à comptabiliser les atouts que nous aurions, plus que les entraves qui nous en empêchent. Je pense que la première entrave, c'est celle-ci, c'est de s'envisager toujours comme tout petit, alors qu'en réalité, ici, sur ce territoire, nous avons d'abord des hautes écoles, des volontés politiques, nous avons des entreprises et nous avons une matière grise. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre d'atouts, d'ingrédients pour bien faire. Ensuite, peut-être que ce qui entrave encore, c'est le fait qu'il faut changer tous les paradigmes. Et ça, disons, ça ne se change pas comme ça, parce que pour aller vers plus de durabilité, ça veut dire donc que certains et certaines devons changer nos habitudes, et que c'est évidemment tout ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Et personne n'est encore complètement prêt, enfin rares sont celles et ceux qui sont complètement prêts à changer de paradigme. Donc ça, je pense que c'est la première entrave, c'est de changer sa propre perspective, d'être capable de se décentrer. Moi, je me suis occupée beaucoup de mobilité ces dernières années, et je vois bien là, tout le monde sait ce qu'il faut faire, à peu près. Mais alors évidemment, confronté au choix, c'est compliqué.
parce qu'on a des rapports individuels aux besoins, mais forcément que les réponses, elles sont toujours collectives. Et donc, il faut réussir à opérer ce décentrement et de se dire, ben voilà, peut-être qu'à titre personnel, je ne vais pas obtenir l'ensemble des réponses à ma problématique, parce qu'en réalité, répondre à ma problématique implique de répondre à des perspectives plus larges, avec des réponses collectives, démocratiques. Et donc, ça, c'est vrai en mobilité, c'est vrai en matière de durabilité dans toutes les dimensions. Et donc, à titre personnel déjà, il faut être capable, je pense, de se décentrer. Deuxièmement, je pense qu'on a en Suisse un modèle économique très libéral. Et je pense qu'on est très attaché à cela. Mais évidemment, la question qui est posée ici, elle est aussi corrélée à la contrainte. Et donc, il y a une articulation à trouver vraisemblablement dans ce pays entre un système libéral auquel, manifestement, les gens et l'économie elle-même sont très attachés, et puis une forme de contrainte par des conditions cadres posées par les pouvoirs publics. Et cette articulation, nous ne l'avons pas encore trouvée. On voit bien les chambres fédérales, lorsqu'elles proposent une loi sur le CO2, déjà, ça prend des plombes. Et puis, deuxièmement, le produit fini, il se casse la figure devant notre démocratie, parce qu'on envisage encore l'écologie comme quelque chose d'assez punitif, au fond. Et ça rejoint ce que je disais précédemment. Donc, pour réussir, il faudra sortir, je pense, d'un modèle où on a ce laisser-faire et entrer dans une contrainte, qu'elle soit personnelle ou collective. Et puis, il faudra aussi, vraisemblablement, qu'on prenne en considération le fait qu'il y a des voix qui s'expriment pas forcément et qui ne sont pas forcément d'ailleurs invités sur ces panels d'ailleurs, mais qui au final subissent les décisions que d'aucuns prennent et qui les refusent, qui les rejettent en masse. Et nous y sommes confrontés quotidiennement sur la question des éoliennes en Suisse romande. On n'a pas encore planté une éolienne, alors qu'on sait très bien que, disons, voilà, si on veut avoir des sources d'énergie renouvelables, il faut diversifier les sources de production. Et il y a toute une série ici de voix qui s'expriment. Voilà, on regarde ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, on voit ce qui se passe même chez nous, avec des démocraties de l'ombre qui, quand elles s'expriment, elles rejettent massivement toute idée qui consisterait à dire on pollue tous de la même manière, donc on va tous contribuer de la même manière. Et je pense que l'entrave majeure, elle est là, et il faut sortir de ce schéma de pensée et penser que non, on ne pollue pas tous de la même manière. Il y en a qui polluent plus que d'autres. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres à la pollution. Et si on doit punir les gens de manière uniforme, alors on s'expose inévitablement à des refus. Et donc ça veut dire qu'il faut recoudre toutes ces questions, ces décentrements collectifs et individuels, et recoudre les populations autour de cette idée de la durabilité et donc d'une économie désirable. Merci beaucoup. Jean-François, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense déjà deux choses. Premièrement, la question que vous avez posée, Jean-Philippe, vous dites au niveau du canton. Je pense qu'il faut distinguer deux dimensions. Si à l'IMD, on réfléchit en termes de notre impact direct et ensuite l'impact indirect des innovations qu'on peut développer. Et cet impact indirect, clairement, il n'est pas limité au canton de Vaud. Si je réfléchis aux découvertes technologiques qui peuvent être faites à l'UNIL ou à l'EPFL, clairement, on ne va pas les garder dans le canton de Vaud et en parler à personne. Donc déjà, je voudrais distinguer premièrement l'empreinte locale des activités. Et là, clairement, il y a des questions de mobilité, clairement, il y a des questions, évidemment, d'empreinte climatique, d'empreinte carbone des bâtiments. Et clairement, il y a aussi un cadre réglementaire. Là, je voudrais dire, et ce n'est pas une remarque canton de Vaud, mais honnêtement, les gouvernements ont vraiment du mal à développer un narratif crédible pour les populations. Et honnêtement, il y a une espèce de déconnexion entre le travail des gouvernements et le travail des entreprises,
dans au moins 2 pays déjà, avec des collègues, on a proposé de l'aide au gouvernement en disant on est capable de vous aider à construire un narratif. Et ils nous répondent oui, mais dans le secteur public, c'est pas pareil, c'est pas comme dans les entreprises. Et on répond, c'est-à-dire que les PDG dans les entreprises, ils ne sont pas effectivement votés par les employés, mais par contre, ils sont votés par le conseil d'administration. Donc, ce n'est pas comme si Paul pouvait faire exactement ce qu'il veut quand il veut, parce que même Paul doit parler une fois de temps en temps à ses actionnaires. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un travail réel à faire au niveau du gouvernement, d'arriver à développer des narratifs crédibles et intelligents. Ce qui s'est passé en France au niveau des Gilets jaunes, et je l'ai dit à un moment des membres du gouvernement français, je leur ai dit, vous vous êtes pris comme des manches. Ils m'ont répondu, effectivement, il y a eu un léger déficit pédagogique. Je me suis dit, j'aurais dû le dire comme ça. Mais honnêtement, ils s'y sont pris comme des manches. Ensuite, ils ont fait une réforme des services de retraite, des systèmes de retraite. Ils se sont arrangés pour avoir la France entière dans la rue, avant même d'avoir expliqué le projet. Il faut quand même le faire. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un travail. Et là, honnêtement, je pense vraiment que dans le secteur privé, et au niveau des universités, je pense particulièrement à une université comme la nôtre, on a appris des choses au niveau de la gestion du changement, où honnêtement, je pense qu'on pourrait aider les gouvernements. Et pas parce que, voilà, clairement, comme Jean-Claude Juncker l'a dit un jour, dans les gouvernements, on sait quoi faire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le faire et être réélu après. Donc c'est vrai qu'il y a un problème, mais honnêtement, je crois qu'il y a mieux à faire que ce que beaucoup de gouvernements font. Et là, ce n'est pas un commentaire entre vous. L'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus regarder uniquement l'empreinte qu'on a. Clairement, à l'IMD, on regarde effectivement notre empreinte au niveau des bâtiments et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut aussi aider des entreprises, et là, du coup, dans le monde entier, à développer des modèles d'innovation et ensuite des modèles d'affaires qui permettent de satisfaire beaucoup plus les besoins de la population avec une empreinte environnementale et sociale, d'ailleurs, moindre. Et donc, je pense qu'il faut non seulement penser à réduire notre empreinte, mais aussi à stimuler l'innovation. Et ça, cette innovation, elle peut naître ici, mais ensuite avoir un rayonnement au niveau mondial. Et ça, je pense que c'est aussi important. Ok. Avant juste de passer la parole à Martin et Frédéric, Managorité, vous... Forcément. Non, mais moi, j'entends volontiers cette question de narration. Et je ne suis pas loin de penser ça. Mais la narration, elle peut être efficace auprès des gens quand vous avez un projet à vendre. Il faut un contenu qui soit susceptible d'être narré et donc entendu. Évidemment, quand vous proposez une baisse de l'impôt sur la fortune des plus riches, puis que droit derrière, vous augmentez l'essence dans des territoires où il n'y a pas de desserte en transport public, alors forcément, il y a de fortes chances qu'il y a peu de narratifs qui vont être entendus. Ouais. Je profite pour remercier Jean-François. Le narratif, c'est pas magique. Donc clairement, l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas besoin de travailler le contenu. Il faut travailler le contenu. Mais parfois, les gouvernements ont un contenu, mais n'arrivent pas à trouver le narratif. J'en profite pour remercier Jean-François, puisque certaines questions étaient effectivement sur la connexion entre canton versus pays ou niveau global. Et effectivement, il est clair qu'ici, on peut discuter à plusieurs niveaux. Je concentrais sur le canton parce qu'effectivement, il y a quand même un enracinement local important quand même, de ce qu'on essaye de faire ici dans E4S. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question comme ça. Mais sentez-vous libre, bien sûr, de répondre au niveau plus large. Je ne sais pas, Martin, est-ce que par rapport à cette idée cette question des obstacles, ou qu'est-ce que vous voyez, vous, comme obstacle aujourd'hui, et sur quoi est-ce qu'on devrait travailler? Surtout, non. Je rejoins bien sûr ce qu'a dit Jean-François, et c'est la mission d'institutions comme les nôtres, comme l'UNIL, l'IMD, nous-mêmes, c'est d'avoir de l'impact mondial. Alors c'est très utile d'être ancré ici, évidemment, merveilleux endroit où on peut aussi apprendre, on peut tester des idées, etc. Mais il ne faut surtout pas se tromper de cible. La Suisse est un pays extrêmement riche et il n'arrive pas à payer une taxe sur le CO2. Donc bonjour pour essayer de persuader le reste du monde. Si nous, le laboratoire suisse, on n'y arrive pas à changer la mobilité, comment on fait notre construction, regarder notre consommation, les voyages, etc. Enfin, tout ce paquet
de challenges qu'on a. Si on n'arrive pas à résoudre ça en Suisse, ça va être difficile de persuader le reste du monde. Et donc je pense que là aussi on doit penser à des modèles, mais aussi des modèles qui vont bien au-delà. Je répète, c'est pas la technologie qui... La technologie peut répondre à une toute petite partie du problème. C'est des phénomènes de société, c'est des phénomènes de... C'est la pyramide de Maslow, c'est comme qu'est-ce qui motive les gens, pourquoi il faut aller aux Maldives quand vous pouvez aller vous promener dans le Valais, etc. Et là, je suis un peu biaisé là, mais c'est là où c'est, de nouveau je répète, c'est intéressant de travailler ensemble. Et puis ensuite, le premier produit que nous produisons à l'EPFL, c'est en fait les étudiants qu'on envoie de par le monde. Le vrai changement, alors aussi la vraie pression sur nous, hein, il faut que je sois très honnête. Mon collègue parlait d'agitation sur campus, etc. Mais c'est ça qui est très bien. Si vous êtes sur un campus, vous avez les générations qui vont vivre 3 générations après moi et puis qui sont beaucoup plus concernées par le problème que moi-même. Et ces générations-là, qui sont sur le campus maintenant, eh bien, on est dans un dialogue constructif, on propose des changements de nos programmes d'éducation, on leur donne, j'espère, une très bonne éducation pour qu'eux, vraiment, soient les agents de la transformation du futur. Et ce n'est pas nous, les profs, le directeur du truc, qui est à la manœuvre. C'est la prochaine génération. Et là, la formation est très importante. Et qu'on ait lancé une formation en commune entre nos institutions, ça aussi, c'est une nouveauté, parce qu'on ne l'avait jamais fait, on se regardait en chien de faïence. Et je pense que les gens qui sortent de ce programme-là, que Jean-Pierre Dantine et ses équipes ont mis sur pied très rapidement, il faudra qu'on peut l'adapter, etc. Je pense que c'est ça, les agences du changement. En plus, évidemment, il y a tout le côté recherche, innovation, etc. Mais je voulais insister sur le côté éducation. Merci. Frédéric ? Beaucoup de choses ont été dites. Je vais peut-être réagir sur certains points. Je pense qu'on est tous d'accord là qu'une approche systémique est nécessaire. Nos campus, à notre plus petite échelle, nous permettent de tester cette approche systémique. Puis il y a une chose que j'aime beaucoup dire, c'est qu'on parlait beaucoup pendant longtemps de comment on peut montrer l'exemple. Je pense que ça doit aller plus loin que ça. Ça doit être, on peut incarner cette transition écologique, parce qu'on vit sur un campus, on vient, on y mange, on y passe beaucoup de temps, et on voit que même à l'interne, ça reste difficile pour nos activités même de recherche et d'enseignement. Il y a beaucoup d'exemples, hein. Si on parle directement de la mobilité scientifique, on voit déjà même pour des climatologues, c'est compliqué parce qu'ils vont encore prendre l'avion, on va à des conférences. Donc on voit, et puis je pourrais continuer avec toute une série d'exemples. Et puis la dernière chose que j'aimerais dire pour répondre, c'est que je suis tout à fait d'accord à ce que Martin vient de dire sur le rôle des étudiantes et des étudiants. Il est quand même fondamental. Et ce qu'on a pu voir sur ces dernières années, c'est que si on fait une comparaison des rapports du GIEC après les années et l'effet que ça a pu avoir sur la courbe de CO2 ou les changements politiques, c'est en fait beaucoup moins que l'impact des étudiants qui ont marché dans la rue, qu'on fait du bruit, qui se sont manifestés, qui veulent un vrai changement. Et ça, nous devons l'entendre, nous devons le faire, et je pense que nos institutions l'entendent. Hein. Mais là, le pouvoir de changement, il est quand même extrêmement, extrêmement puissant. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais dire quelque chose ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut aussi faire assez attention à ne pas nous exprimer d'une façon qui sous-entend que tout voyage en avion est une mauvaise chose. Voilà, en ce moment, vous l'avez tous constaté, il y a un vrai, ce qui pour moi est vraiment intéressant, une espèce de vent de folie qui souffle, entre autres sur les institutions académiques, pas nécessairement en Suisse, mais en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, avec une faction progressiste, on va dire, qui devient de plus en plus vigoureuse et de plus en plus intolérante face à toute position qui n'est pas aussi progressiste que la leur. Et je sais que c'est pas ça que tu as dit, Frédéric, hein, mais je pense qu'entre nous, il faut aussi, tout à l'heure, Paul disait, il faut quand même rappeler aux gens à quoi servent les entreprises. Je crois qu'il faut aussi quand même, voilà, garder
un certain calme et un certain réalisme. Et je pense que ça fait partie justement du narratif. Voilà, parce que des solutions miracles, il n'y en a pas. La décroissance, je pense que réalistement, ce n'est pas la solution ni en Suisse ni pour le reste du monde. Donc je crois que voilà, il faut trouver des solutions qui permettent de vivre efficacement et de créer de la valeur d'une façon plus durable. Ça, tout à l'heure, Paul l'a dit. Mais je crois qu'il faut aussi faire attention à la façon dont on parle de ces choses-là. Hein. Pour moi, il est bien qu'on voyage. Quand on voyage, on va voir du monde, on fait des trucs intéressants avec des gens intéressants. Bon, alors clairement, ce qu'il ne faut plus faire, et ça, j'ai fait, c'est aller à Singapour pour un meeting de 2 heures et revenir sur l'avion du soir. Ça, clairement, c'était pas très bon pour la santé, et 2, c'est pas très bon pour l'environnement. Mais je crois qu'il faut quand même, voilà, il faut quand même affirmer. Tout à l'heure, Martin disait le secteur privé nous a mis dans cette mouise-là. C'est pas tout à fait juste quand même, Martin. Le secteur privé a aussi créé énormément de richesses. Ce système économique a aussi sorti des centaines de milliers de gens de leur pauvreté dans différents pays, a aussi amené une augmentation de l'espérance de vie colossale. Donc il y a quand même énormément de choses qui ont été très bonnes dans ce système. Par contre, ce système, effectivement, est à réinventer parce que son impact écologique et social, clairement, n'est pas sustainable. Mais je crois qu'il faut quand même... Voilà, c'est bien de voyager en avion. Frédéric, tu voulais répondre? C'est pas pour... Non. Il m'a demandé la parole. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais réagir à autre chose que tu disais. C'est par exemple la question de la croissance ou de la décroissance. Par rapport à ce que je voulais dire plus tôt, c'est qu'à l'université, on a la chance de pouvoir avoir ces différentes philosophies qui cohabitent avec des programmes d'enseignement qui sont différents. Après, je pense que tout le monde a le même objectif. Hein, c'est que c'est quand même de réduire, de maintenir l'augmentation de la température dans quelque chose de vivable. Après, la solution unique, je pense qu'elle n'existe pas. Mais on a la chance, nous, de pouvoir réfléchir, avoir des opinions complètement divergentes qu'on peut traduire dans nos enseignements et dans notre recherche. Mais là encore, l'objectif unique pour nous de réduire la température, ce n'est pas l'objectif unique au Bangladesh, en Chine ou en Inde. Eux, ils veulent aider à réduire la température s'ils peuvent, mais il faut aussi qu'ils donnent à manger à des centaines de millions de gens qui ont aussi envie d'avoir accès à... Donc, encore une fois, à l'échelle mondiale, il y a une multiplicité d'objectifs à atteindre. Oui. Je vais Martin, à mon ami Jean-François. Bon, d'abord, tu as arrêté de me parler parce que la semaine prochaine, je vais à Stockholm en train. Tu vois. Ça, c'est vraiment nul. Hein. Non, c'est sérieux. Et mais ça prend beaucoup de temps. Mais ça, c'est pas le point. Je n'ai pas dit que c'est le secteur privé qui nous a mis dans la situation où on est. C'est la société en général, avec des mécanismes. J'ai cité l'école de Chicago, qui ont quand même eu des incentives, peut-être qui n'étaient pas tout à fait dans le bon sens. Et puis, je vais finir par te donner le cours sur la stabilité, parce que à nos étudiants, on ne leur enseigne pas la décroissance. On ne leur dit pas stabiliser un avion, c'est de le faire tomber par terre. On leur explique comment stabiliser un système. La durabilité, à la fin de la journée, c'est un système qui peut tourner, qui fonce pas dans le mur. Dans un monde avec des ressources finies, c'est obvious qu'il faut stabiliser le système. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et je n'ai pas les réponses, c'est pour ça qu'on est autour de la table pour y réfléchir. Ouais. Peut-être que je prends quelques questions de l'Assemblée. Il y en a une pour vous, Martin, sur les technologies, en disant il y a des messages différents dans les panels. L'industrie dit que la technologie est prête. Et Martin Vetterli dit que la technologie ne va pas nous sauver. Comment interagir avec cette dissonance? Je suis obligé de la prendre parce qu'il y a beaucoup de likes. Là, c'est une très bonne question. Non, alors, je prends mon exemple favori, c'est Carbon Capture. Donc, il y a une start-up de l'ETH qui s'appelle Climeworks, qui sort le CO2 de l'atmosphère. C'est une super technologie. Ça coûte 10 fois trop cher. 10 fois trop cher. Okay?
Et nous, on n'est même pas capable de voter une taxe sur le CO2, je me répète, mais bon. Donc, vous avez des technologies, bien sûr, vous avez toujours un technological fix, mais s'il n'y a pas le mécanisme économique, les incentives, le prix sur les externalités, etc., ça ne va pas y faire. Ensuite, il y a des technologies qui ne sont pas prêtes. J'ai mentionné l'énergie de fusion, on y travaille encore, on y travaillait quand j'étais gosse. Good luck to them, je pense qu'on va le voir in my lifetime. Mais là aussi, il faut investir, il faut avoir la patience, etc. Et puis, je pourrais faire une longue liste comme ça, mais à la fin, on doit être dans des cercles économiques, une circularité économique où ces technologies sont développées et sont actuellement utilisées. Autrement, on ne va pas y arriver. Il y a une question aussi pour Madame Gorité concernant l'éducation, pas seulement au niveau universitaire, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais plutôt en fait à l'école et l'éducation des enfants sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a suffisamment d'investissement dans le canton de Vaud aujourd'hui sur cet aspect-là? Alors oui, il y a un certain nombre d'investissements. C'est vrai que ces questions, elles sont abordées dès les plus jeunes années à l'école. Dès la première année d'école, la question de la durabilité, de la responsabilité individuelle, des petits gestes personnels, enfin ces questions-là sont très abordées. Et disons, le canton de Vaud vient de se doter dans son département de la formation et de la jeunesse justement d'un pôle de la durabilité pour intégrer davantage ces questions à l'école. Étant entendu que les enfants souvent éduquent leurs parents. Ça a été mon cas d'ailleurs. Frédéric a parlé tout à l'heure de l'impact massif des grèves pour le climat. Et je les salue. Je dois dire que c'est vrai. Les gouvernements n'auraient jamais eu un tel discours offensif en direction d'une réorientation des politiques publiques et du soutien qu'elles apportent à quel type d'économie s'il n'y avait pas eu cette pression de la rue qui avait été, disons, à un moment donné, si évidente. C'est l'avantage de tous ces mouvements sociaux, ces mouvements de mobilisation de la société. Ensuite, naturellement, ça a été le cas, si vous voulez, moi je suis aussi féministe, par exemple, vous voyez, j'ai vraiment tous les défauts. Le droit de vote des femmes, il n'est pas né comme ça. Il y a eu des féministes, il y a eu des femmes qui ont fait des actes même de sabotage. Enfin, il y a eu des mobilisations très dures de la part des suffragettes. On l'oublie, mais disons, si on jouit aujourd'hui d'un bout d'égalité, on n'y est pas encore complètement, mais c'est parce qu'il y a eu des mouvements très radicaux qui ont amené ça. Et donc, si vous voulez, pour faire changer les systèmes, c'est tellement difficile qu'à un moment donné, il faut des formes, disons, de mobilisation presque révolutionnaires. Ensuite, pour qu'elles soient durables, il faut les traduire dans les institutions et dans la démocratie. Et nous n'avons évidemment pas le même rôle entre les jeunes qui défilent dans la rue et qui, disons, posent des calendriers extrêmement ambitieux et avec des propositions extrêmement radicales, qui s'affranchissent d'ailleurs parfois des démocraties. Moi, j'ai beaucoup dialogué avec les jeunes grévistes du climat dans le canton de Vaud, qui disaient, au fond, il faut s'affranchir des lois. Puisque ça prend trop de temps, il faut aller plus vite, etc. Donc voilà, à chaque fois leur rappeler que nous sommes dans des systèmes institutionnels, démocratiques, et pour transformer durablement les sociétés, alors évidemment, il faut traduire ces choix démocratiquement dans les institutions qui sont encore la forme la plus stable, pour reprendre les propos de Martin, que je connaisse. Mais disons, les jeunes, et je pense que c'est aussi le fait qu'ils ont été formés à la science, et ils ont lu les rapports du GIEC, contrairement à beaucoup de gens de mon âge, par exemple, qui en parlent beaucoup, et pourtant, c'est pas très difficile, il y a 40 pages. Donc, je pense que ces jeunes, ils ont une meilleure éducation à ces questions-là que ma génération ou les générations qui m'ont précédé, vraiment. Et ces générations sont notre aiguillon pour qu'on puisse agir et faire des propositions. Ensuite, notre responsabilité, évidemment, c'est d'articuler ça avec toutes ces formes d'acceptabilité et de les passer au tambour de la machine à laver institutionnelle avec ses aléas, ses retards et ses complexités.
sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Non ? Ok, donc on se rapproche à grands pas de la fin de ce panel. Peut-être pour finir, et puisque c'était ça finalement une des idées pour finir cette journée, de regarder, la question que j'ai envie de vous poser à tous, c'est quand vous voyez quelque chose comme eForest, qui regroupe là encore 3 institutions avec des objectifs très ambitieux dont on a déjà parlé, si vous aviez une priorité à mettre sur laquelle vous pensez qu'on devrait travailler tout de suite et pour l'année à venir, où est-ce que vous mettriez la priorité ? Peut-être je commence par Martin Vetterli, puisque S'il y avait une priorité, c'est que collectivement, on réfléchisse à changer les mécanismes qui nous ont amenés dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que Lausanne est très connue pour un prof qui était ça s'appelait pas HEC, qui était Pareto. Right? C'est la fac de droit. Valras et Pareto. Exactement. et qui est finalement une école de pensée sur l'allocation des ressources, la meilleure répartition, etc. Si j'avais un but dans la vie, c'est que à Lausanne se crée le Pareto Institute for Sustainable Economy, ou je ne sais pas quoi, okay? Que quelqu'un se dit, tiens, c'est intéressant, on va donner un endowment, on va recruter encore plus de profs, on a déjà tout plein, et puis on se met sur « we put ourselves on the map » avec ce projet-là. Ok, merci. Ouais, on peut y réfléchir. Frédéric ? C'est une question vaste, hein, mais peut-être pour une priorité. Une priorité, continuer de réfléchir sur ces concepts qui permettent de maintenir un seuil de vie, un seuil social acceptable, même élevé, tout en restant dans des limites planétaires. Ok, merci. Jean-François ? Tu as dit 1 an. Donc, ouais. 1 an, on a une priorité majeure qui est, on a un certain nombre d'étudiants qui se sont engagés dans ce diplôme, qui nous ont fait confiance et qui ont dit on va donner 2 ans de notre vie à ce projet parce qu'on pense qu'à la sortie, cette éducation va nous permettre de faire une plus grande contribution et aussi possiblement d'avoir une carrière plus intéressante. Donc je crois que ça, c'est vraiment une priorité extrêmement majeure pour nous. Après, il me semble qu'une des choses qu'on est vraiment en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de créer des passerelles entre les profs des institutions. Parce que, évidemment, vu de l'extérieur, on se dit toujours, les profs, vous avez qu'à leur dire de faire ci et ça. C'est pas toujours extraordinairement facile, déjà, d'obtenir des profs qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Donc, d'obtenir qu'ils fassent ce qu'ils n'ont pas tellement envie de faire, c'est encore plus difficile. Mais je pense qu'on arrive vraiment à faire des progrès, à créer des passerelles entre des individus, entre des équipes. Et plus ces passerelles se créent, plus clairement, il y aura des projets communs. Et je pense vraiment que cette interdisciplinarité naîtra des idées nouvelles et des insights nouveaux. Parce que clairement, il y a vraiment d'excellentes idées qui viennent des chercheurs des 3 institutions. Mais c'est vrai que souvent, on a des expertises partielles et une solution systémique, je pense, bénéficierait énormément de cette interdisciplinarité. Donc, pour moi, c'est le diplôme et nous assurer que vraiment on fasse ce qu'on a dit. Fulfill the promise. Voilà, on fasse ce qu'on a dit. Et l'autre chose, c'est continuer à établir des passerelles entre les institutions, entre les équipes, de façon à ce que ça génère une dynamique. Merci. Le mot de la fin, pardon, pas latin. Le mot de la fin pour Madame Goïté. Peut-être dans le prolongement de ce que vient de dire Jean-François, au fond, aujourd'hui, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on sorte des peurs. Je dirais d'un côté, cette jeunesse qui angoisse pour son avenir. Je trouve que l'angoisse, ça se marie mal avec l'avenir. Et je pense que nous avons ça à résoudre, à essayer de trouver un langage pour essayer au fond de sortir de cette disons, dialectique de l'angoisse. Et puis, par ailleurs, j'ai aussi entendu l'économie qui a peur de la question de la décroissance. Et il faudrait peut-être qu'on invente un langage pour
construire ces fameuses passerelles et puis de se mettre d'accord sur une définition, un modèle d'une croissance partagée, d'une économie désirable, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait à la fois, disons, transformer l'orientation d'une jeunesse qui s'engage résolument vers la construction d'un avenir prospère et partagé, et puis d'une économie qui sorte aussi de la caricature dans laquelle elle s'enferme elle-même par les propos sur de combattre la décroissance dans un monde dont les ressources sont finies. Eh bien, nous sommes condamnés, je pense, à trouver ces langages communs et à sortir des angoisses, parce que peut-être je réponds ainsi à la première question que vous m'avez posée. Qu'est-ce qui bloque? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la peur. Et il y a un grand président américain qui a dit que nous n'avons à craindre que la peur elle-même. Bon, je pense que c'est une manière parfaite de conclure. Un grand merci à tous et pour votre ouverture et flexibilité.